Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 22 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. L'abstention est notamment chez les jeunes. Au premier tour des régionales, elle est énorme. Reportage dans l'Oise de Célia Mebroukine et Youmni Kezouf. Face à une telle abstention, les partis sont-ils encore l'espace pour faire de la politique? Débat entre Ninon Lagarde du mouvement citoyen Tous élus, qui défend une primaire citoyenne, et Prisca Thévenot, tête de liste en Seine-Saint-Denis pour La République en marche et porte-parole de ce parti. Bonsoir à toutes les deux, bienvenue Ninon Lagarde, vous avez 24 ans, vous avez fondé le mouvement citoyen Tous élus et êtes engagée dans la primaire populaire qui entend faire émerger, je cite, une candidature unique gagnante en 2022 face à Macron-Le Pen. Et vous venez du PS, carte prise à 16 ans et rendue au moment de la déchéance de nationalité. Prisca Thévenot, bonsoir, bienvenue. Vous avez 36 ans, vous êtes tête de liste pour En Marche en Seine-Saint-Denis et porte-parole de votre parti. Et vous venez de la société civile. Célia Mebroukine de la rédaction. Salut Célia. On avait envie toutes les deux de vous faire discuter car vos parcours se croisent. Ninon, vous étiez donc engagée dans un parti, puis vous avez bifurqué vers l'engagement citoyen. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'engagement citoyen que ne vous apportait pas un parti? Alors déjà, le manque de... la perte des carcans que peuvent apporter un parti politique. Les mouvements citoyens sont un espace beaucoup plus libre dans lequel il y a l'espace de dialoguer, d'échanger de manière beaucoup plus sereine. Et surtout, il y a la notion de long terme qui est moins présente au sein des partis politiques au fur et à mesure que les élections s'enchaînent. Prisca Thévenot, vous avez plutôt fait le chemin inverse. Vous venez de la société civile et vous vous êtes engagée à En Marche en 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça rentrait dans une continuité. Ma priorité jusqu'à à peu près mes 30 ans, c'était de m'en sortir financièrement, de trouver un travail, de finir mes études, de financer mes études, que j'ai fini de financer quand même assez tard. Et puis ensuite, c'est en devenant maman que j'ai eu besoin aussi de m'investir plus dans la société parce que moi-même, j'étais plus construite et plus épanouie. À quand remonte toutes les deux votre premier souvenir politique ? Moi, mon premier souvenir politique, c'est Astin, mon premier bulletin de vote que j'ai posé dans l'urne et où clairement je ne savais pas quoi mettre dans l'urne. Et je me suis retournée spontanément vers mon père qui m'avait traînée, pour être très honnête, au bureau de vote. Et là, je me suis rendu compte, ok, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important ce que tu es en train de faire. Et en fait, tu t'es juste pas renseigné sur ce que tu devais faire. Du coup, tu dépends de la vie de quelqu'un d'autre. Donc, mon premier bulletin de vote a été un bulletin blanc. Et c'est là, ça a été un peu un déclic. Sans pour autant vouloir réellement m'engager en politique, je me suis toujours intéressée, mais sans franchir le pas du militantisme et de l'engagement complet, comme vous avez pu le faire très jeune, de ce que je comprends. Alors du coup, votre premier souvenir politique, vous, Ninon Lagarde, c'est quoi? Moi, je viens d'une famille pas du tout politisée. C'est vraiment une question de hasard. À 16 ans, j'ai un peu vu de la lumière au Parti socialiste et je suis rentrée. Je ne connaissais pas ce milieu. Je suis rentrée en 2014, en pleine élection municipale. J'habitais à Bordeaux à l'époque. Et j'ai découvert la frénésie d'une campagne électorale, un engagement fou pendant une durée courte, avec un résultat noir ou blanc. C'est quelque chose qui avait motivé beaucoup les troupes à cette époque-là. Et puis ça a été le début de ma passion pour les campagnes électorales. Alors, campagne électorale, justement. Dans quelques jours, le second tour des régionales et des départementales. Tout le monde est un peu groggy après ce premier tour où l'abstention est record, plus de 70% sur toute la France. Comment est-ce que vous avez réagi en découvrant les chiffres de l'abstention ? Prisca Thévenot, vous qui êtes pleinement engagée dans cette élection en tant que candidate. On se doutait que l'abstention allait être importante, mais pas à ce point-là. Très clairement, là, ça a été un choc et je pense que toute la classe politique, dans son intégralité, dans son ensemble, ne peut pas se réjouir du score, puisque finalement, le premier parti de France est encore et reste encore fermement l'abstention. Quelle est la responsabilité de la majorité là-dedans ? La majorité, elle est complète, de la majorité, mais de l'ensemble des élus. Je pense que là, il ne faut pas commencer à se renvoyer la balle. Il faut tous se regarder pleinement et consciemment et voir ce qu'on peut faire ensemble. Sur ce sujet-là, il ne doit pas y avoir de discorde ou de division. Il y a une responsabilité de la majorité, il y a une responsabilité de la part des élus locaux. La preuve, c'est que ce week-end, les gens n'ont pas compris ce qu'était l'importance de la région. Il n'a échappé à personne que la majorité n'était pas sortante dans les régions. Donc la responsabilité, elle est partagée. Maintenant, voyons comment faire en sorte qu'il y ait ce sursaut démocratique. Alors j'entends plein de propositions, mais il va falloir qu'on y réfléchisse de façon ensemble, parce que être élu avec de si faibles taux de participation, ça pose aussi la pertinence de la représentativité des citoyens.
Ninon Lagarde, votre réaction face à cette abstention massive? Pas du tout étonnée de mon côté. L'abstention, c'est une lame de fond qui court depuis plus de 20 ans. À chaque élection, on décroche une médaille du record d'abstention. Pourtant, c'est quelque chose qui court. On connaît de plus en plus les modalités de l'abstention. C'est multifactoriel, mais il y a des solutions qui sont mises sur la table au lendemain de chaque élection et qui ne sont pas mise en place. La responsabilité, elle est vraiment multiple. Elle est, pour moi, du côté des partis politiques qui ont encore une fois échoué à expliciter clairement le rôle de ces institutions, mais aussi du côté de l'État et des institutions. On a des soucis, un mode de scrutin illisible, des méthodes de campagne qui ne permettent pas de toucher l'ensemble de la population, et on aurait pu, dès le départ, changer ces modes de scrutin et mettre en place des réformes pour que le vote soit accessible à tous. Mais il y a aussi pour moi une part de responsabilité de la part de l'ensemble des acteurs politiques, du côté journalistique aussi. On a beaucoup nationalisé scrutin, on a empêché la compréhension réelle des enjeux de ces institutions qui ont en plus un réel impact dans notre quotidien. Ce n'est pas des institutions dans lesquelles rien ne se décide. Alors justement, on a essayé de comprendre pourquoi tant de personnes n'étaient pas allées voter. Célia, avec Yumni Kezou, tu t'es rendue à Creil dans l'Oise. Oui, on s'est rendu dans cette ville de 36 000 habitants où près de 80% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche. C'est 14 points de plus que la moyenne nationale. Et dans les rues du centre de cette ville des Hauts-de-France, les abstentionnistes assument. Vous êtes allé voter hier? Ah non, je n'ai pas été voté dans des hommes. Pourquoi? Pas eu le temps, pas intéressé. Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps. Non. Non. Vous saviez pas qu'il y avait des élections? Si, mais j'ai pas été. Ça vous intéresse pas? Si, mais j'ai pas été. Non, je peux pas voter. Pourquoi? Ça m'intéresse plus. Certains sont tout simplement dégoûtés de la politique. On a beau voter, mais il n'y a rien qui change de toute façon. Il n'y a rien qui change. On est toujours à la même routine en permanence. Tout le monde promet tout, mais personne ne donne rien. Mais la raison principale, c'est le manque d'informations. J'étais pas au courant. J'avoue que je me suis pas trop intéressée, non, j'ai pas pris d'informations. Du coup, si je prends pas les infos avant pour savoir qui voter, non, j'y vais pas. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu forcément beaucoup de communication. J'avais pas trop d'idées pour qui voter et j'ai pas pris le temps. Pour le second tour, il va donc falloir redoubler d'efforts. Dès le lendemain des résultats, le maire PS de Creil, Jean-Claude Villemain, a réuni les troupes. Il nous avait donné rendez-vous dans cette salle municipale où les candidats se réunissent pour s'organiser. Jean-Claude Villemain, qui est aussi candidat au régional sur la liste de Karima Delli, annonce la stratégie. Si on vous a demandé de venir, c'est que ce parti des abstentionnistes, il va falloir aller le chercher. Il va falloir que les abstentionnistes nous donnent leur voix. Le mot d'ordre est clair, il faut retourner sur le terrain. Première étape, une école primaire du centre-ville. Sophie Lénaire est candidate au régional avec Karima Delli. Et la tâche s'annonce ardue malgré ses arguments. Ça a un impact dans votre vie quotidienne. Les transports, c'est la région. Par exemple, les TER qui arrivent sans arrêt en retard, c'est de la faute de la région. On a voulu faire de cette élection un premier tour de la présidentielle, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des impacts, il y a des conséquences dans votre vie. Voilà. Donc j'espère que ça peut vous convaincre de perdre 5 minutes dimanche et d'aller voter. Ok, de rien. Je crois que Creil, c'est la deuxième ville qui a voté le plus pour Karima Delli. Donc pour moi, c'est une fierté. Mais ce qui me désole, c'est l'abstention. On a 80% des Creillois aujourd'hui qui considèrent qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec l'élection, qui sont pris dans leur quotidien, qui ne croient plus en la politique. Et moi, ça me désole. J'ai envie de me mobiliser, de leur donner envie de recroire que ça vaut le coup de s'engager, que ça vaut le coup de faire son devoir citoyen, que ça peut avoir des conséquences positives dans votre vie. Au départemental, sur le canton de Creil-Verneuil, c'est un binôme d'union de la gauche qui est arrivé en tête, talonné de près par la droite. Voici l'un des deux candidats, Adnan Akabli. Il est conseiller départemental sortant, mais aussi militant associatif. Au lendemain d'un scrutin boudé par les jeunes, il repart en campagne dans les quartiers de Creil. Dimanche prochain. Dimanche qui vient, là. Ouais, c'est ça. Et à la droite et l'extrême droite à nos portes. Ouais, je sais, j'ai vu, ouais. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais, donc il faut mobiliser les gens et tout ça. Cédric et tout ça, tes filles. Tu l'attrapes, hein. Tu l'appelles, hein. Tu dis qu'il vient, hein. Ah ouais. Merci. Ouais. À la dimanche. Mais par contre, ton fils, il n'est pas venu. Je sais. Voilà. Donc tu lui dis de venir, hein. Dimanche prochain. Hein. 80% d'abstention, c'est du jamais vu à Creil. Et du coup, on va aller chercher les votes des abstentionnistes un par un. Mais on est obligé. On est obligé parce qu'on a l'extrême droite et la droite qui sont à nos portes. Et ça nous fait peur. Une peur face à un parti arrivé 3e. Ce qui inquiète Adnan, c'est le report des voix du RN. Donc les voix du Rassemblement national vont
vont aller en grande partie pour la droite pour faire front justement à la gauche. Et vous, c'est quoi votre réserve de voix alors? Les abstentionnistes. Et pour ça, il faut expliquer à quoi ça sert. Tous les collégiens, on va leur donner une tablette pour qu'ils puissent garder le contact en cas de rupture. Ça, c'est la compétence du département. Maintenant, si tu ne tapes pas du poing sur la table en disant « on a besoin », qui c'est qui va le faire? On demande des murs anti-bruit. Ils ont dit non. Par contre, Cofry, tu vois, Cofry, Liancourt, ils ont des murs anti-bruit. Pose-toi la question, pourquoi eux et pas nous? Alors qu'eux, il y a quoi? Il y a 4-5 000 habitants. On est à 37 000 habitants, nous. Tu vois, et on en a plus besoin. Alors pose-toi les questions, pourquoi? Il est là le lien entre nous et le département. Et c'est pour ça que je me présente. L'ambition d'Adnan est grande parce qu'ici, les jeunes n'y croient plus. Est-ce que vous croyez encore dans la politique? La réponse qui vous vient en tête? Au jour d'aujourd'hui, non, du tout. Du tout, du tout. C'est pas je leur fais pas confiance, c'est je leur consacre pas mon temps, c'est tout. On gagne du temps, c'est tout. Mais dans tous les cas, on a appris à se débrouiller seul, quoi. Ils font des promesses et ils les accomplissent pas, on va dire, et à la fin les gens ils se disent bah ça sert à rien que je vote, dans tous les cas il va pas se faire ce qu'il dit. Donc du coup, voilà, moi je pense que c'est ça qui a fait que 90% ils sont pas partis voter. Pourtant tu m'as dit que tu étais allé voter. Ouais, moi je suis allé parce que moi je le connais, je sais de quoi il est capable, j'ai déjà vu ce qu'il a proposé, mais je pense que les gens ils pensent comme ça, parce que moi si je l'aurais pas connu j'aurais fait la même chose. Defa, 19 ans, fait le tour du quartier avec Adnan. Selon elle, le Covid a beaucoup joué. Cette année avec le Covid, ça n'a pas été trop médiatisé les élections régionales et départementales parce qu'on n'a pas eu le droit aux réunions publiques à cause des restrictions sanitaires. Et du coup, ça a beaucoup impacté les absentéismes du coup parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des élections. Elle est une des rares Crayoises à s'être déplacée pour voter dimanche. Elle était même assesseuse. Et ça s'est plutôt bien passé. Les personnes étaient très polies, ça s'est super bien passé. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de votants. Du coup, on s'est un peu ennuyé durant la journée. C'est important parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, Adnan, c'est comme un grand frère pour nous. Il fallait bien qu'on le fasse pour lui. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Si ça avait été quelqu'un d'autre, vous l'auriez pas fait? Je l'aurais jamais fait. Jamais, jamais. Si c'était pas présenté, vous serez peut-être même pas allé voter. Je serais même pas parti voter. Parce que les personnes qui se présentent, on les connaît pas, on les a jamais vues dans la rue. On sait même pas c'est qui. Ils se présentent jamais à nous. Prisca Thévenot, Ninon Lagarde, l'abstention chez les jeunes, c'est énorme, hein, c'est encore plus que la moyenne nationale. Seuls 19% des 25-34 ont voté et seulement 16% des 18-24. On parle en gros de vos tranches d'âge. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui ont votre âge et qui ne votent pas? Effectivement, le droit de vote, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir citoyen. Et aujourd'hui, force est de constater, notamment par exemple en région Île-de-France, il y a une pluralité politique qui est présentée. On n'est pas en train de choisir entre un candidat de droite, un candidat de gauche, il y a quand même une pluralité. Maintenant, ce que je retiens plutôt, c'est que c'est pas une non-envie d'aller, on sait ce que vous montrez dans votre reportage, c'est surtout une mauvaise compréhension. D'une mauvaise compréhension de l'échelon qu'est la région et le département, parce qu'on en a encore moins parlé dans les médias et dans l'opinion de façon générale, mais également de l'importance de ce vote, parce que non-compréhension. Et ensuite, et ça on l'a vu dans le reportage, c'est aussi méconnaissance de la date. À qui la faute quand on a entendu pendant des semaines dans les médias des débats sur la sécurité dont on sait que ce n'est pas la prérogative de la région, par exemple? Un exemple parmi d'autres. Ah mais bien sûr, attendez. Quand je dis les débats dans les médias auxquels ont largement participé les candidats de la majorité ou les ministres de la majorité, par exemple. Bien évidemment, on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'immigration, absolument pas une compétence des compétences de la région et encore moins des départements. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est invité sur un plateau, les sujets, c'est pas nous qui les faisons, c'est les journalistes qui les faisons. Après, à nous aussi sur les débats d'essayer. Non mais à nous aussi. Bon cœur quand même vous. Non mais je finis mon propos. À nous aussi de pouvoir réorienter sur un plateau en disant attention, ce n'est pas le sujet, etc. Mais c'est vrai que c'est une facilité de certains mouvements politiques, de personnalités politiques, d'aller sur des sujets très simples. Y compris de la majorité. Mais soyons honnêtes, si on a des taux d'abstention de ce niveau-là, nous sommes tous responsables. Je pense que là, encore une fois, le constat, il est partagé. Maintenant, je pense qu'il faut passer l'obstacle et voir ce qu'on fait après. Parce qu'on pourra parler pendant des heures du constat, il est quand même là et il y a quand même des échéances qui arrivent. Alors, moi je vous interroge vous, et quand j'ai d'autres partis, je les interroge eux. Vous, votre parti, il n'est arrivé en tête nulle part. Dans les Hauts-de-France, la région dont dépend Creil, 5 ministres, et pas des moindres, ont été envoyés sur place. La tête de liste, Laurent Pietraszewski, n'est même pas qualifié pour le second tour.
Oui. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous avez raté? Alors, je pense que là, il y a plusieurs sujets à prendre en considération. Déjà, parachuter des ministres là-haut, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Parachuter, vous savez, ça veut dire plein de choses et n'importe quoi. Je veux dire, on reproche aux ministres... On a des ministres de plein exercice sur des fonctions régaliennes qui sont envoyés pour faire une campagne. Oui, mais c'est pas nouveau. Attendez, que les ministres s'investissent au niveau local, c'est pas nouveau. Et j'ai envie de dire, on peut pas reprocher à des ministres d'être enfermés dans leur bureau et puis quand ils veulent s'investir au niveau local, leur reprocher aussi. Par contre, ce qui est intéressant... Sur un autre mandat alors qu'ils ont pas mal de boulot. Est-ce que les citoyens en ont pas marre de ça? Et je voudrais juste que vous dialoguiez ensemble. Oh oui, non, mais très bien. Mais on peut se poser la question du double mandat. Mais à ce moment-là, on se le pose global sur d'autres sujets aussi, parce que je pense qu'il faut l'étendre globalement. Et ça, moi, je suis assez d'accord. Parce que quand on a une fonction dans le privé, on n'a pas 2 emplois en même temps. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce sujet de questionner le sujet du double mandat. Maintenant, je fais attention. On ne peut pas reprocher à des ministres de s'investir au niveau local. Là où il y a un vrai sujet, c'est le niveau d'abstention. Quand on voit les niveaux, moi j'ai vu sur certaines villes, il y a eu 400 bulletins de vote. Ça ne veut plus rien dire. Et là, on doit tous se poser la question, vraiment. Même les élus sortants, j'ai vraiment du mal avec les élus sortants qui se gargarisent en disant on est arrivé en tête. Mais tu arrives en tête avec 400 votes, ça ne veut rien dire. Et vous n'arrivez nulle part. La preuve est que non, puisque dimanche prochain, vous êtes excusez-moi, je suis encore en lice. Vous êtes encore en lice. Oui, Quand oui. je dis vous, c'est le parti. Et puis n'oublions pas qu'il s'agit d'un suffrage. C'est pas on va pas voter oui ou non pour une personne. Il faut avoir une pluralité au sein des conseils régionaux. Donc je pense qu'il faut faire aussi attention à ça. Et là, c'est aussi important de le rappeler dans les médias. Alors, est-ce que la politique, elle se fait pas en dehors des partis? Alors la politique, elle se fait complètement en dehors des partis, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce reportage. On entend parler d'abstention depuis plusieurs jours sur les plateaux de télé sans jamais entendre d'abstentionnistes eux-mêmes, qui sont 68% et donc facile à aller trouver. Donc ça me paraît déjà important d'entendre et d'écouter les raisons de l'abstention. On voit très bien que quand on explique et qu'on explicite les enjeux de ce scrutin, on peut réussir à faire comprendre. C'est quand même possible. Pour moi, il y a eu quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est le manque de représentativité de nos élus. On l'entend quand nos élus nous ressemblent, ont un discours qui nous parle, qui ressemble à ce dont on a l'habitude d'entendre au quotidien. On peut bien plus facilement s'y relier quand on a des candidats qu'on n'a jamais vus sur le terrain, qui ne nous ressemblent pas, qui sont tous cadres et qui viennent de milieux sociaux qui ne sont pas ceux de l'entièreté de la population. Comment veut-on se raccrocher à ces élus-là? Bonne question. Écoutez, moi je vais vous dire très clairement, moi je viens de Stein, une petite ville, je ne suis pas cadre, mes parents n'étaient pas cadres, etc. C'était ouvrier, j'ai une enfance tout à fait normale, mais dans une cité. Stein, je pense qu'on n'est plus à présenter. Ma députée a toujours été la même pendant 25 ans. Elle n'est pas du même bord politique que moi aujourd'hui, maintenant que je suis engagée. Est-ce que je lui reprocherais, et je me suis présentée comme contre elle aux législatives, sachant que c'était complètement pas la peine de me présenter, puisque vous le savez très bien, quand on a installé... Marie-Georges Buffet. Voilà, Marie-Georges Buffet. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire très clairement, et c'est ce que je disais à l'époque quand je faisais campagne aux législatives face à elle, et pas contre elle, face à elle, je pense qu'il faut aussi reconnaître le travail de terrain et des élus locaux. Il est très important. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on a un questionnement à se poser tous ensemble, c'est pourquoi nos élus locaux, mais également le gouvernement, en fait, toutes les instances politiques ne sont plus représentatives. Et j'entends quand vous dites faisons de la politique en dehors des cadres politiques. Mais finalement, ça reproduit le même système. Je pense qu'il s'agit plutôt de remettre des liens entre ceux qui sont les citoyens, qui sont nous tous, et ceux qui ont vocation à les représenter sur un mandat. Et ne pas commencer à dire la politique se fera en dehors de la politique, parce que du coup, ça peut en dehors des partis. Le discours de tous élus, qui est une association qui accompagne des non-représentés en politique à s'y présenter. C'est très bien. Donc c'est complètement l'objet. On crée des ponts entre la société civile structurée et les partis politiques. Alors justement, venons-y, Ninon Lagarde, à la primaire populaire et à donc la structure Tous élus que vous avez cofondée. Donc je rappelle, le but de la primaire populaire, c'est donc de faire émerger un candidat unique et gagnant face au duel Macron-Le Pen qu'on nous promet. Donc c'est un appel populaire de la primaire populaire pour le climat et la justice sociale. Vous avez constitué un socle d'idées, un programme, et pour trouver le ou la candidate idéale, vous récoltez des signatures de soutien. Chaque personne qui signe inscrit le nom d'une personnalité, politique ou non, qu'elle voudrait voir candidater, et puis vous soumettrez au vote le choix d'un candidat ou d'une candidate parmi les candidats déjà déclarés dans la sphère purement politique, partisane, et puis les quelques noms qui ressortiront le plus de cette campagne d'appel à signature. Aujourd'hui, on en est à peu près à 45 000 signatures. Pour que les partis politiques adhèrent totalement à votre process, pour qu'ils n'aient pas le choix que de faire avec vous, c'est combien de signatures pour que le rapport de force puisse s'engager ?
Alors j'aimerais d'abord rappeler que c'est une primaire qui se base d'abord sur les idées, sur la rédaction d'un socle d'idées de justice sociale, de 10 grandes idées qu'on peut retrouver sur votre site. Exactement. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau de passer d'abord sur les idées, de se dire qui est d'accord avec l'ensemble de ces idées. Certaines personnalités du champ politique sont en accord avec ces idées et même d'autres de la société civile. Donc là, on va parler à l'ensemble des citoyens, leur demander qui est-ce qu'ils souhaiteraient voir porter ces idées-là en 2022. On a donc un processus qui est très simple. On va aller parrainer des candidats, dire qui est-ce qu'on souhaiterait voir candidater à cette primaire. Et c'est le moment où on peut aller déposer des noms de candidats en dehors de la société civile. C'est le moment de faire émerger d'autres figures. C'est ce qui va se passer pendant tout l'été. Et à l'automne aura lieu cette primaire populaire qui verra déterminer un gagnant ou une gagnante pour porter ses idées et tenter d'arriver au second tour de 2022. Alors, combien de signatures pour qu'un candidat ou une candidate ait la légitimité d'aller porter les couleurs de cette primaire populaire? Une fois qu'on aura passé la barre de 100 000 signatures, on aura un rapport de force avec les partis politiques qui sera bien plus serein et qui nous permettra de leur montrer qu'en fait, il y a une dynamique citoyenne qui a envie de faire porter ses idées dans le champ politique avec l'ensemble des partis. Est-ce que vous pensez que les candidats, notamment écolos, qui sont déjà engagés dans une primaire, ou Jean-Luc Mélenchon, qui lui n'envisage carrément pas de passer par une primaire, est-ce que vous pensez que 100 000 signatures leur suffiront à remettre leur place en jeu? C'est un rapport de force qui est plus complexe qu'un nombre de signatures déposées sur une plateforme. Ça fait partie du rapport de force. Ces candidats et candidates et partis politiques, on dialogue avec eux depuis plus de 6 mois régulièrement pour créer les conditions d'une union. Ils laissent la porte ouverte à leur éventuel retrait pour un autre candidat? Ils laissent la porte ouverte pour le moment, pour certains, à la participation à cette primaire, si on leur montre qu'on est capable de réunir des citoyens derrière cette primaire. C'est tout l'objet de l'appel de cette primaire que je vous invite à aller signer sur la plateforme. Plus on sera à montrer qu'on a envie d'avoir une candidature qui porte ses idées, plus les partis rejoindront cette primaire populaire et y participeront. Pour vous, c'est qui le ou la candidate idéale? Alors moi, je travaille à l'heure actuelle pour la primaire populaire, donc je n'ai pas de candidat ou candidate. Mais son profil type, je veux dire pas un nom, je ne vous parle pas de nom, je parle d'un profil type. Un profil type, pour moi, c'est quelqu'un qui va être en capacité d'aller parler à toutes les couches de la population française, même les abstentionnistes. On ne peut plus faire de campagne électorale en s'adressant seulement aux électeurs, à ceux qu'on est sûr de voir déposer un scrutin. Mais donc c'est quelqu'un CSP+, c'est quelqu'un du monde ouvrier, c'est quelqu'un de la classe moyenne inférieure. Je parle en catégorie socio-professionnelle type INSEE, quoi. Alors je ne mettrai pas un candidat dans une case. Pour moi, on n'est pas obligé d'avoir fait tous les métiers pour pouvoir être président de la France. Il n'y a pas de ce genre de questions. C'est une question de parcours, mais surtout à la primaire populaire, on parle de dynamique d'équipe. On a envie de casser ce mythe de l'homme providentiel ou de la femme providentielle en apportant dans cette campagne présidentielle de 2022 une dynamique d'équipe. C'est tout l'objet du mode de scrutin de la primaire qui va permettre non pas une campagne où les gens sont contre les uns les autres, mais vont faire ensemble. On préfère une candidature de gouvernement. Je vous pose cette question parce que comment éviter cet écueil de, justement, vous parlez de représentativité. Dans la population française, on a 50% de personnes issues du monde ouvrier, on n'en a pas autant chez les élus. Vous parlez de votre origine d'un milieu populaire, vous êtes une exception en classe politique, et y compris au sein de La République En Marche, qui avait l'ambition de représenter la société civile. Et en fait, on se rend compte qu'en effet, on a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas issues du monde politique, mais qui, au final, ressemblent à la classe politique, car elles viennent de milieux plutôt CSP+, dans les métiers qu'elles occupent. Comment vous, à la primaire populaire, vous évitez cet écueil que n'a pas réussi à éviter La République En Marche? En permettant à tous les citoyens de donner des noms de candidats en dehors des partis politiques pour qu'ils puissent y participer à cette primaire. C'est par ce biais-là qu'on parviendra à diversifier le personnel politique. Mais comment vous allez chercher celles et ceux qui sont très éloignés des bureaux de vote, comme on l'a vu dans le reportage de Célia et Youmni tout à l'heure? Comment vous allez chercher ces jeunes dans les quartiers populaires ou peut-être ces personnes qui sont prises par un quotidien bien loin de la politique, dans des petites villes, qui n'ont pas le temps de s'intéresser à tout ça? Alors déjà, il y a une première brique qui me paraît importante, c'est qu'il y aura la parité parmi les candidats à cette primaire. Il y aura 5 hommes et 5 femmes candidats pour pouvoir pour le vote qui aura lieu à l'automne. Donc déjà, on ramène une parité en politique qui est quelque chose de nouveau qui n'a jamais eu lieu dans l'ensemble des primaires qu'on a pu voir. Deuxièmement, on va aller chercher bien plus largement. On travaille depuis déjà 1 mois à créer des communautés et des groupes locaux partout en France. Il y a une émulation de la part des bénévoles partout sur les territoires qui viennent commencer à créer une structure en capacité de venir porter une primaire réellement populaire qui ira réellement toucher les abstentionnistes et tous ceux qui sont intéressés
par les idées qui l'emportent, mais qui ne les voient pas représentées dans le champ politique à l'heure actuelle. Prisca Thévenoud, une candidature de la société civile, ça pourrait être un adversaire redoutable pour Emmanuel Macron? Non, parce qu'en fait, ce que j'entends, et c'est pour ça que je souris, j'adhère complètement à votre démarche, parce que ce que j'entends, c'est un peu les débuts d'En Marche. Alors oui, on avait déjà notre candidat, mais les comités locaux, faire le programme, on a fait le programme réellement. Moi, je rajouterais quelque chose, parce qu'effectivement, j'ai mon aspect politique partisan. Je suis membre de La République En Marche, je suis porte-parole de La République En Marche. Mais aussi ce que vous dites, l'écueil de attirer et laisser les portes toujours plus ouvertes pour ramener le citoyen au politique, je m'en suis rendu compte très vite dans mon engagement et notamment au lendemain des législatives où, à force d'aller taper aux portes, etc., je me suis rendu compte de ça. Et au lendemain des législatives, j'ai créé une école d'engagement citoyen, donc complètement non partisane. Et alors, je vous rejoins sur le principe de porter des idées, ça, il n'y a pas de débat, mais je me suis rendu compte aussi qu'il fallait former les gens à la politique. Attention, je ne dis pas que nous sommes tous abrutis et que nous n'y comprenons rien, mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de s'y retrouver. Et donc il s'agit de les former pour, d'une, avoir un engagement citoyen, mais un engagement, ça peut être aussi une association, ça peut être une écharpe, ça peut être un monde syndical, ça peut être dans son entreprise aussi. Et donc je pense que c'est important aujourd'hui de réexpliquer de manière purement, simplement, ce qu'est la politique en France. Justement, vous dites c'est ce que ça ressemble à ce que pouvait être l'ambition d'En Marche, c'est-à-dire incarner la société civile. Et en réalité, Emmanuel Macron, il a échoué à incarner cette société civile. Il reste considéré comme le président des riches, des élites, du sérail. Oui, mais ça, c'est un sentiment qu'il faut pas nier. Il est vu comme le président des riches, etc. Ensuite, il y a un sentiment... Est-ce qu'il n'y a pas un échec et une trahison dans le projet que portait En Marche? Ça, c'est le sentiment qu'on a. Alors, il y a deux choses. Il y a le président et il y a En Marche. Mais il y a le sentiment que vous décriviez très justement du président des riches. On a entendu Startup Nation. Mais après, il y a aussi la réalité du terrain. Si je puis me permettre, il y a le président et c'est tout. On a bien vu dans ces régionales qu'il y avait le président et qu'il y avait un parti qui n'était pas présent territorialement, qui n'allait pas avoir beaucoup d'élus. Qu'on a présenté, les listes qu'on a présentées, notamment là je parle pour l'Île-de-France, ce ne sont pas des listes complètement En Marche. Ce sont aussi surtout des listes citoyennes. Et oui, ce sont des gens qui sont sous l'étiquette En Marche. Pas tous. Ah ben non, sur ma liste, il n'y a pas que des gens sur la liste En Marche, il y a même des gens qui n'ont pas de mouvement politique, en fait, des citoyens, et qui n'ont pas de mandat. Beaucoup n'ont pas de mandat. Donc ça aussi, c'est important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on nous aussi, nous restions humbles et non pas rêver les étoiles pour dire on arrive et on renverse la table. Un ancrage, ça se travaille. Et il faut accepter que c'est long, surtout quand on ne vient pas du sérail. Et La République En Marche, on a 5 ans. Donc oui, très vite, on a mis quelqu'un à l'Élysée, mais l'ancrage, ça se travaille. Et surtout quand on veut continuer à faire avec pas forcément élus sortants. Alors ce quelqu'un à l'Élysée, est-ce qu'il n'est pas en train d'accumuler là, les faux pas? Je résume la situation, 66% d'abstention, des ministres envoyés au front qui se font balayer, pas une région en mesure d'être remportée par sa majorité. Et hier, au lendemain d'un premier tour désastreux sur le plan démocratique, voici l'image d'un président qui accuse la défaite. Oh là là. Voilà, Emmanuel Macron qui inaugure la Nouvelle Samaritaine, devenue un complexe de luxe au cœur de la capitale. Propriété de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Fortune 152 milliards d'euros qui s'est encore enrichi pendant la crise sanitaire, pendant que la majorité des Français tiraient la langue. C'est ça, tirer les leçons d'un scrutin où l'abstention est de plus de 66%? Ça, c'est faire un trait d'union un peu trop rapide et raccourci, selon moi. C'est ça selon moi. Je me permets de répondre. Oui, au lendemain d'une régionale, parlons de régionales et départementales, qui sont calamiteuses sur le plan démocratique et plus précisément pour le parti d'Emmanuel Macron, qui visiblement brigue une présidentielle dans un an. J'y réponds. Je vous en prie. Très simplement, c'est que oui, heureusement que le président s'est pas morfond dans son lit, enfermé dans le noir en se disant mon Dieu, le taux d'abstention est celui-là et j'arrête mon agenda politique et surtout j'arrête d'être président de la République. Est-ce que ça c'est un choix? Ça c'est un choix. Ensuite on peut voir des symboles. C'est un bon choix. Ensuite on peut voir des symboles dans tout. On pourrait voir des symboles dans tout. La Samaritaine, oui, c'est un lieu où il y a des produits de luxe, oui. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'enlever l'ensemble des produits de luxe en France, peut-être. C'est peut-être une proposition que vous avez. Moi, c'est pas celle que je partage. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le président, ce déplacement, vous le savez très bien, il est prévu depuis un moment. Mais il ne va pas revoir entièrement son agenda, sachant que vous le savez très bien, dans un complexe comme ça commercial, il y a aussi l'ensemble des sous-traitants derrière, l'ensemble des manufacturiers derrière. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste au
dorure de ce bâtiment parce qu'il y a énormément d'emplois qui sont derrière et de sous-traitants. Non, mais vous pouvez faire le coup de l'emploi, il peut aller à la fonderie Saint-Claude dans le Jura et aller soutenir les salariés qui sont en plan social. Vous voyez, le choix de l'emploi, on peut tous le faire. Je suis d'accord avec vous. Mais moi aussi, vous pouvez me d'un milliardaire, alors qu'il y a une crise sociale sans précédent en France. Est-ce qu'au lendemain d'une élection où la démocratie vacille, est-ce que c'est le meilleur choix qu'il fallait faire? Si vous me dites oui, c'est le meilleur choix qu'il fallait faire, non, je dis, c'est votre point de vue et on le respecte. Non, c'est pas une question de point de vue, c'est une question de ne pas avoir des lectures. On nous a reproché pendant des mois, des semaines, et c'est ce qu'on est en train de se dire ici, qu'on fait des grandes phrases, des belles phrases, des phrases punch et du buzz quand il s'agit de parler de politique alors qu'il faut parler de fond. On peut ne pas apprécier cette image, on peut l'interpréter, ça je l'entends tout à fait. Je dis attention à ne pas faire des raccourcis qui viendraient encore de faire de la distension entre le politique et les citoyens. Emmanuel Macron, effectivement, au-delà de sa personne, c'est le président de la République. Il a un agenda, qui est un agenda politique, qui est un agenda social, qui est un agenda économique. Ensuite, on peut polémiquer sur tout. Est-ce que ça sert le débat? Je ne suis pas sûre. Par contre, vous reveniez sur quelque chose d'important, c'est l'abstention. Bien évidemment que l'abstention est importante et bien évidemment qu'il en est parfaitement conscient. Et là, encore une fois, on pourra passer son temps à dire c'est la faute au président, c'est la faute au président, c'est la faute au président. Ça fait avancer quoi? Ninon Lagarde, une réponse. Mais il en est parfaitement conscient. Alors, prenons acte. Actons. On le savait déjà en 2017 lors de son élection que l'abstention était énorme. Elle l'est moins présidentielle qu'aux autres élections, mais ça fait 20 ans qu'on est conscient de l'abstention. Il y a des changements structurels dans nos modes de scrutin, dans notre manière dont on organise la démocratie, qui peuvent et qui doivent être faits et qui ne sont pas mis en place par cette majorité. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette majorité? Cette majorité, elle pourrait réformer les modes de scrutin, mettre en place le vote par correspondance, qui fonctionne, qui a été utilisé en centre pénitentiaire pour les européennes, ce qui a permis une augmentation de la participation assez massive. Il y a des solutions qui fonctionnent. Mais voter, voter, c'est le sommet de la manière dont on fait société. C'est pour moi, on ne peut pas continuer avec ces discours de culpabilisation des abstentionnistes en leur demandant pourquoi ils ne sont pas allés voter, seraient-ils trop débiles pour aller voter, comprendraient-ils pas assez les enjeux? Voter, c'est faire partie de la société. Si la jeunesse vote de moins en moins, c'est aussi parce qu'elle fait partie de la société de plus en plus tardivement. On a accès à l'emploi de manière de plus en plus tardive, on se marie plus tard, voter, c'est se sentir faire partie d'un tout. Et malheureusement, à l'heure actuelle, la jeunesse ne se sent pas faire partie de la société à part entière. Je suis complètement d'accord avec vous sur le constat. Et surtout, oui, il ne s'agit pas de dire « oh, les mauvais abstentionnistes ». C'est plutôt comprendre ce qui se passe. Maintenant, moi, je suis effectivement en train de regarder... Enfin, il faut qu'on s'intéresse aux nouveaux modes de scrutin. Vous parliez du mode de scrutin par correspondance. Il y a aussi le mode de scrutin par électronique. Je crois qu'il existe dans un pays en Europe, mais il existe par ailleurs. Tous ces sujets, ils sont à étudier pleinement, sans être dans le dogme, mais c'est pas ce que vous êtes en train de dire, parce que peuvent se poser des questions, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ferme le débat, mais au contraire, il faut l'ouvrir. Par exemple, sur le mode de scrutin par correspondance, on peut se poser la question de l'égalité au moment du vote. C'est-à-dire que je vais voter, je dis n'importe quoi aujourd'hui, alors que le scrutin est dimanche, et demain il y a une nouvelle, bah mince, je n'ai pas pu le prendre en compte dans mon vote. Donc je pense que ces nouveaux modes de scrutin sont bien évidemment à réfléchir, bien évidemment. Tout à fait, mais ce que je dis, c'est que ne centrer le débat seulement sur les nouveaux modes de scrutin, c'est vraiment mettre un voile sur les raisons profondes de l'abstention. On vote quand on se sent faire partie de la société. C'est un débat parmi d'autres. C'est vraiment un petit débat, à mon sens, qui couvre un grand problème de nombreuses poches de la société qui ne se sentent plus en faire partie. Alors, parmi les fondateurs de la primaire populaire, Ninon Lagarde, c'est une dernière question. Il y a des jeunes gens engagés dans le mouvement climat, dans le mouvement, dans l'antiracisme. Est-ce qu'il y a quel projet politique vous défendez et est-ce qu'il y a une nécessité ou une obligation à être radical? Alors pas du tout, et si je pouvais revenir sur votre parallèle avec le mouvement d'En Marche, on fait complètement l'opposé de ce qui a été fait par En Marche. On a commencé d'abord par les idées, on a un programme, ce qui n'est pas un programme, qui est un socle commun de propositions, travailler avec l'ensemble des partis qui portent ces propositions. Et on commence par les idées et on est créé par un écosystème. On est déjà implanté partout sur le territoire avec énormément d'organisations qui ont participé à la fondation de cette primaire populaire. Donc on est vraiment dans un basculement total et on se pose la question plus tard de la personne qui portera ce mouvement. Donc c'est quand même quelque chose de complètement différent. Nos idées... C'est assez disruptif en 5e République, si je puis dire. Vous me posez donc est-ce qu'il y a une nécessité à être radical? Alors, il n'y a pas de nécessité à être radical au sein de la primaire populaire. Par contre, il y a une nécessité à être radical dans nos actions et dans nos idées pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les injustices sociales. La radicalité,
La radicalité, comment pour vous la nous, définiriez? Elle se place à l'écoute des citoyens. L'ensemble des propositions est travaillé aussi sur la base des rapports émis par la société civile depuis de nombreuses années. Le pacte du pouvoir de vivre, les propositions de la Convention citoyenne qui n'ont pas été reprises par le gouvernement sont au cœur de ces 10 propositions. La radicalité, elle est là, elle est présente dans la volonté des citoyens et c'est ce qu'on a mis au cœur de ces propositions. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, la radicalité? Je sais, enfin, si vous voulez, mais ce que je vois plutôt, c'est partons effectivement du corpus d'idées pour faire émerger des gens. Ça, je suis complètement d'accord avec vous et je vais pas être en contradiction du tout. Hein. Mais vous avez déjà la personne? Bah, moi, je l'ai, mais c'est parce que j'ai réussi à la trouver. Mais je peux accepter que d'autres ne soient pas... Mais est-ce qu'il y a le corpus d'idées encore? Bah, enfin, attendez, ça c'est de la punchline. Je vous pose la question. Est-ce que la REM c'est du vent? Ouais, on peut dire ça. Enfin, je veux dire, oui, il y a un corpus d'idées et on l'a bien vu. Et il y a un corpus d'idées, il y a un corpus d'action. Ça vous a pas échappé l'année qu'on vient de passer. On pourra toujours dire que ça va pas, ça aurait pu être mieux fait, etc. Force est de constater, c'est que on a quand même pu sortir de cette crise tant bien que mal, que tout n'est pas si noir. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi passer notre temps à s'attacher ensemble, à aller sur des débats de fond. Dire la REM n'a pas d'idée, dire le président c'est le président des riches, ok, c'est bon, on l'a entendu pendant 4 ans, et après? Mais comment vous pouvez répondre à ça? Vous dites on l'a entendu, on ne peut pas le balayer non plus. Parce que typiquement, moi je vais vous le dire très clairement, moi j'étais à Clichy-sous-Bois hier, c'est pas ce que j'entends en fait. Les gens me disent oui, alors la cité éducative, oui, alors les dispositifs pour les protections féminines, oui, alors c'est super pour les restaurateurs, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va continuer parce qu'on en a encore besoin, parce que le desserrement des mesures sanitaires n'est pas complète? C'est de ça dont parlent les gens. Après, c'est vrai, quand ils allument leur écran, quand ils allument leur radio, quand ils regardent leur Twitter ou leur Facebook, bon, ben, c'est un peu plus punchy. Mais dans la réalité des quotidiens, les gens ne vivent pas avec de la punchline. Ils ont des vrais sujets et ils savent reconnaître là où ça fonctionne et là où il faut améliorer. Merci à toutes les deux. Prisca Thévenot, porte-parole de République En Marche, est donc en campagne en Seine-Saint-Denis, donc sur la liste, tête de liste en Seine-Saint-Denis pour la République En Marche. Et Ninon Lagarde, cofondatrice du mouvement Tous élus, et qui défend la primaire populaire. Merci Célia, merci à toutes et à tous. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée.